Bonjour à tous. Je voulais être très modérée dans mes propos, mais de toute manière, ça va être très intense. Merci mes amours. Merci d'être là. Merci à Yves, à l'association et à tous ses membres, à tous les médiums, à tous nos défunts. Donc je voulais faire une petite définition des EMI, mais je suis pas la mieux placée pour en parler, en tant que je suis pas scientifique. Mais en fait, c'est vrai que c'est une expérience qu'on peut vivre en frôlant la mort lors d'une opération ou d'un accident, mais pas que. On peut vivre une expérience de mort imminente dans un état tout à fait détendu et dans notre quotidien, en lisant un magazine, en faisant une promenade, en faisant l'amour. On n'est pas obligé de se jeter par la fenêtre pour vivre une expérience de mort imminente. C'est important que je vous le dise maintenant. Je suis un peu curieuse, on est nombreux là aujourd'hui, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vécu une expérience de mort imminente? Merci. C'est une expérience donc qui dépasse l'entendement, où on peut voyager dans un tunnel, rencontrer des êtres chers, avoir des messages, rencontrer la lumière vivante d'amour. On peut voyager dans des jardins paradisiaques, on peut aller dans des mondes inférieurs, on peut revivre sa vie, son passé, on peut revivre des scènes du passé avec un point de vue totalement différent du nôtre, des lunettes que nous avons aujourd'hui. Ça a été mon cas. Et aussi la vision du futur, de son futur et du futur de la planète. On peut voyager dans les étoiles, dans les galaxies. Bon, là, je vous ai fait un résumé de ce que je vais vous raconter. Donc, avant de vous raconter mon expérience de mort imminente, pour vous tenir un petit peu en haleine, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Christine Clémineau, Na Aiglé, mon nom de famille. Mais je suis très féministe, donc je mets mon nom de famille en premier. Je suis une petite fille d'abord très timide, très introvertie, qui est très effacée, pour ne pas faire de bruit et pas déranger les adultes qui ont beaucoup de difficultés, particulièrement dans ma famille. Des problèmes d'alcool, des problèmes de violence, des problèmes de drogue. J'ai moi-même subi des attouchements sexuels qui en fait étaient un viol. Et le souvenir n'est réapparu que le mois dernier. Donc vous voyez, je continue de travailler sur moi. Je n'ai pas parlé de mon EMI tout de suite. D'abord, elle a été enfouie dans mon inconscient. Elle a complètement été occultée. Et je l'ai oubliée pendant 20 ans. Donc je suis très contente de pouvoir vous en parler parce que ça m'aide à me sentir mieux. Et je sais que ça va résonner en vous parce que ce n'est pas que mon expérience, on est d'accord. C'est votre expérience. On passera tous par là, qu'on le veuille ou non. Même à travers les rêves déjà, on commence un petit peu. J'ai été donc assistante maternelle, enfin j'ai un rapport avec les enfants, les tout petits, très privilégié. Donc je m'occupe facilement des enfants, les centres aérés, assistante maternelle pendant 15 ans. Et c'est vrai que j'étais très à l'écoute. Moi je faisais pas de bruit, mais j'aimais bien entendre les soucis des autres. J'étais très dans la compassion. Et je m'aperçois que mon écoute aide beaucoup les gens. Donc, je vais à la fac, je me construis, j'oublie que j'ai vécu mon EMI. Je me marie, j'ai 2 enfants, je travaille dans un collège, après je fais de l'aide aux devoirs, toujours en rapport avec les enfants beaucoup. Et finalement, je m'ouvre un peu au monde des adultes et je deviens reikiologue. C'est la forme professionnelle du Reiki, avec un diplôme européen, où j'apprends les neurosciences, la méditation. Je cherche à me prouver quelque chose et à légitimer quelque chose que je n'ai pas encore identifié. C'est très étrange. Je fais de la relaxation méditative par le toucher, donc je touche les gens, je les aide à se détendre. Plus je les détends, et plus ils vont chercher en eux, enfin en vous, les ressources nécessaires pour aller de mieux en mieux. Et c'est vrai que quand je pose les mains en séance, j'ai des phénomènes comme ce qu'on vient de parler en fait. J'ai des messages, j'ai des défunts qui viennent me rendre visite. C'est fabuleux.
Je sens les douleurs, je vois l'énergie, je vois l'aura, plein de choses. Au début, je suis très timide, donc je n'ose pas trop le dire à la personne. Et finalement, je prends confiance en moi et je vois que ça aide beaucoup, le message de nos défunts. Et petite, j'avais demandé, petite, je vous dis 11 ans, j'avais demandé un jeu de cartes de tarot de Marseille à mes parents, parce que j'étais un peu quand même dans mes rêves. Mes professeurs me disaient que j'étais dans mes pensées, j'étais une rêveuse. Donc j'avais demandé un jeu de cartes, et c'est vrai que j'avais des prédictions déjà assez justes, où je m'amusais, enfin pour moi c'était un jeu, hein, de voir qui allait toucher l'héritage, qu'est-ce que ma copine d'enfance allait faire comme métier plus tard, elle allait être soignante, et aujourd'hui elle est aide-soignante. Donc je faisais des tirages déjà à 11 ans. Enfin, je vais vous le dire tout de suite pendant que j'y pense, parce que c'est cohérent. Et en fait, à 11 ans, je vois la mort de ma mère dans le jeu de cartes. Mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, ma mère est maniaco-dépressive. Elle était maniaco-dépressive. Vous connaissez cette maladie? C'est la bipolarité. Donc des humeurs excessives, hein, dans la joie, dans l'exubérance, dans les dépenses financières, le maquillage, les belles robes, les bijoux. Et à contrario, donc la grosse dépression, les tentatives de suicide. Donc c'est vrai que j'ai été témoin de ça. Et je dis, mais à quoi ça sert de savoir la mort? Enfin, c'est terrible, mais je vais l'empêcher. Puisque je le sais maintenant, je prends la responsabilité d'empêcher cela. Donc j'étais à l'affût. Et en fait, il y a eu une interaction médicamenteuse fatale. Elle est tombée dans le coma et finalement, elle n'en est pas revenue. Et je vais commencer par ça. Parce que on a fait un détour, enfin, j'avais une très bonne note à l'école, j'étais très enjouée, et mon papa me dit gravement, il faut qu'on aille à Compiègne. Ah oui, j'étais dans les Hauts-de-France avant. Il faut qu'on aille à Compiègne, maman est en train de partir. Donc on file, et quand on arrive, c'est trop tard. Elle a déjà eu les électrochocs, et en fait, elle n'a pas voulu revenir. Donc je demande à tout le monde de quitter la chambre, donc j'avais 15 ans, hein, pour me rendre compte par moi-même que ma mère n'était plus là. Donc je l'approche, un peu impressionnée, hein, c'était la première fois que je voyais un mort, et en plus ma mère. Et c'est vrai qu'elle avait des yeux verts magnifiques. Donc je soulève sa paupière pour me rendre compte que la vie l'a quittée. Et c'est vrai que sa peau commence à refroidir et il n'y a pas cette étincelle de vie dans ses yeux. Donc je commence à réaliser ce qui se passe. Et à cet instant, je prends le temps de vous le raconter sans pleurer. À cet instant, sa présence a envahi la pièce. La pièce est éclairée, de mon point de vue, hein, très subjectif, je le sais, mais c'est éclairé d'amour et de lumière divine, sacrée, pour me remplir, me guérir, me transmettre et manifester toute sa présence dans la pièce, mais en moi, en fait. C'est ça la puissance de l'événement. Alors je vis cela, je dis, mais maman, enfin, je parle pas, mais je le pense, je dis, maman, t'es là, c'est toi, et en fait, je vois clairement, après, elle se matérialise un peu plus nettement, derrière mon épaule gauche, en haut. Alors, je ne sais plus quoi penser, et le médecin arrive, et il m'arrache à elle, en fait, il me tire en dehors de la chambre. Il me fout dans les bras de mon père, et il me dit, écoutez, on va parler tout de suite du don d'organes. Et je dis, attendez, non, en fait, c'est pas fini, vous vous trompez, je suis dans tous mes états. Et je dis, vous vous trompez, ne la touchez pas, quoi. Alors, je vous raconte ça avec mon point de vue d'aujourd'hui, et avec la connaissance que j'en ai aujourd'hui. Ça a complètement changé, mon regard était tronqué, mon point de vue était petit, je regardais à travers une œillère. N'empêche que cet événement-là m'a pourri de l'intérieur. Parce que je n'ai pas su l'identifier, je n'ai pas su mettre de mots, ça n'a pas été reconnu. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous, à l'association, qui met des mots dessus et qui légitime cet événement. Un mal-être a commencé à grandir en moi parce que je suis restée avec
ce malentendu ou cette incompréhension. Et je regardais dans les livres religieux. Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui se passe à la mort? Mais déjà toute petite, je posais ces questions à ma famille. Je posais des questions à mon père, papa, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on meurt? On va où? À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'on doit faire dans sa vie? C'est quoi le sens de vivre? Toute petite. Donc vous voyez, d'où l'importance de parler de ces phénomènes qui nous paraissent incompréhensibles. C'est vrai que d'en parler, quelque part, ça nous libère. Et c'est très thérapeutique d'en parler. Quelque chose s'est évacué et guéri. J'ai pas fini de me présenter, donc je reviens un petit peu en arrière, comme ça permet de se décontracter un petit peu. Donc depuis que j'ai commencé à en parler, tout de suite on m'a proposé d'être responsable régionale à Paris à IANDS France, IANDS. C'est une association gérée par un médecin qui est le président, et on recueille les témoignages de manière scientifique, avec une échelle, c'est l'échelle de Grayson, pour identifier si les personnes ont vécu une EMI ou pas. Donc pendant 4 ans, je faisais ça, et j'adorais ça, j'étais très à l'écoute, et en même temps, ça me permettait de participer à cette recherche scientifique, parce que j'avais besoin de rationalité et d'avoir les pieds sur terre. Donc j'ai eu beaucoup de confidences, et ça m'a permis de me calmer aussi, parce qu'il y avait une certaine résonance, donc c'était très très équilibré. Et à partir de là, ça a été le tapis rouge, c'est-à-dire que j'ai rencontré que de magnifiques personnes qui m'ont confortée dans ma posture. J'ai fait des interviews, je continue encore sur des chaînes YouTube. Il y a eu un article à l'INRES, peut-être, magazine de l'INRES pour ceux qui connaissent, de cet été, sur les anges, où j'ai osé prendre la parole encore une fois. Et un film, un documentaire de Valérie Seguin, la réalisatrice, qui s'intitule « Et si la mort n'existait pas ?» Elle en a fait plein. « Et si la mort n'était qu'un passage ?» Et là, elle m'a interrogée longuement le jour d'anniversaire de ma mère. Ça a été un très très beau cadeau. Et j'intervenais sur l'expérience de mort négative, dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai fait un plateau télé aussi avec Jocelyn Morisson, journaliste scientifique. Donc vous voyez, quelque part, toujours cette recherche, c'est pas une recherche parce que c'est même pas une intention que j'avais posée. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ça m'a été proposé et ça répondait à une demande inconsciente. C'était totalement ce dont j'avais besoin pour me sentir bien. Je suis passée par BTLV aussi, et moi j'ai pas encore écrit de livre, mais j'accepte que mon témoignage soit dans les livres des autres, comme celui de Marie-Odile Riffard et Olivier Chambon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ce psychiatre. Sylvie Caffardi, médecin en soins palliatifs, qui m'a aussi interrogée sur mon expérience de mort négative. Et d'autres. Renaud Évrard, psychologue clinicien. J'étais tellement contente. Voilà pour la présentation. Et aujourd'hui, quand même, donc j'ai mon cabinet de relaxation en Bretagne, près de Quimper. Je fais des consultations sur WhatsApp ou par téléphone. Et je suis bénévole aussi en soins palliatifs. C'est que je me propose d'être là, dans ces derniers instants, où il y a de très beaux cadeaux, comme nous avons évoqué tout à l'heure. Donc les problèmes familiaux, mon viol, les problèmes de la société, tout ça me faisait me sentir trop mal et me pesait corporellement parlant et psychiquement. Ça a commencé à me détruire en fait. Mais à 15 ans, je ne l'ai pas identifié. Et j'avais honte. Et j'en ai pas parlé à mon papa, avec qui j'étais très fusionnelle pourtant. Mais je n'allais pas le déranger déjà dans le deuil de sa femme, vous voyez. J'étais toute petite. Et je me sentais petite, en fait. Donc tout ça ont été des déclencheurs à un acte que j'ai commis, que j'assume. Et je me suis défenestrée. Mon papa me beurre mes tartines, c'est des biscottes sans sel.
C'était son régime alimentaire. Devant les informations du matin. Il doit être 6h30, j'ai mon bus à prendre, donc je me dépêche. Et de manière totalement anodine, la télé tourne en boucle sur les attentats du métro Saint-Michel. Vous connaissez cet événement-là? Alors moi, je suis dans tous mes états, je suis hypersensible, je reçois l'info, je m'écroule, je ne supporte plus la guerre, en fait. Je ne supporte plus ces humains qui se tapent dessus et qui font des morts et des familles détruites, etc. Donc je suis révoltée devant la télé, je dis « Mais papa, bon sang, ça te touche pas. Mais comment tu fais pour être assis sur ta chaise? Bon sang, réagis !» Et en fait, je vais à l'école, je monte dans le bus, et c'est encore ces infos qui tournent en boucle. C'est vrai que ça a traumatisé la France, en fait. Donc j'arrive en cours, je suis pas bien. Arrive le cours de mathématiques, je me fais interroger. Et j'y comprends rien. Je suis ridiculisée, je me sens petite et ridicule. Et le professeur a la bonne idée de me dire « De toute façon, toi, tu comprendras jamais rien, t'es nul. » Mais en fait, il faut comprendre que moi, je n'en veux pas à ce professeur. C'est ma fragilité qui a fait que j'ai réagi comme ça. J'étais déjà fragile, en fait. J'étais même fracassée. Donc je retourne à ma place et tout discrètement, sans faire de bruit, parce que je suis très polie, je suis bien éduquée, pour ne pas déranger le cours, je range mes affaires en plein milieu du cours. J'ai du courage parce que franchement, d'habitude, je reste à ma place toute petite. Et je prends mon sac à dos, je le mets sur mon dos et je quitte l'établissement principal de ce lycée. Je descends les marches, je vais dans le bâtiment d'en face. Je passe devant des buissons. Ça sera important pour tout à l'heure si j'y passe. Je passe par la baie vitrée. Et il y a un escalier en colimaçon. C'est le bâtiment des arts et des métiers. Vous savez, les CAP couture, les arts plastiques. Et je monte tranquillement, en toute paix intérieure, confiante de ma décision d'en finir avec cette mascarade. Je ne veux plus participer à ce monde qui me paraît trop brut, parce que j'ai l'impression, et j'insiste, j'ai moi-même l'impression, on va savoir que c'est erroné, que ce monde ne me correspond pas, que je n'ai pas ma place, qu'on ne me permet pas d'aimer, que l'amour est enfermé en moi sans pouvoir s'expanser. Et vous connaissez ce dessin animé de Walt Disney, La Belle au bois dormant, où elle monte, il y a une espèce de lumière verte complètement hypnotique. Et j'ai l'impression que je suis la lumière dans cet escalier, confiante, tranquille, doucement, je n'ai pas peur. Ça va les détails, parce que je sais que des fois c'est un peu lourd. Je pose mon sac, je pose mes doigts sur le rebord en béton. C'est très là quand je vous en parle. Je bascule, je m'assois sur le bord et j'abandonne tout ça. J'abandonne les difficultés, j'abandonne ce monde, j'abandonne ma famille, mon corps de souffrance, mon corps dégueulasse qu'on a sali. Mais à ce moment-là, il faut que je vous dise, jamais je n'ai senti le choc du sol en béton dur. J'ai pas eu la sensation d'éclatement de mon corps. C'est pas un appel au suicide. Parce qu'on peut vivre une nuit tranquillement dans son canapé, en toute sécurité. C'est important. D'accord ? Nous sommes issus de la lumière, comme vous le savez. Je suis dans un état de paix incroyable, une luminosité cotonneuse qui m'accueille. Et tout de suite, je vois la scène de l'accident. Mon corps éclaté au sol, en effet. Je ne suis pas dans la souffrance, Je suis complètement détendue et c'est complètement naturel. C'est une scène qui me paraît être en noir et blanc, avec des bruits un peu étouffés, comme quand on a la tête sous l'eau. Une jeune fille me trouve. Elle est sortie de son cours, elle m'a trouvée là. Elle hurle dans le couloir, donc tout le monde sort.
J'ai une pensée pour elle aujourd'hui parce que je vais vous raconter, je fais une petite aparté, je vais souvent faire des apartés. Hein. Cette jeune fille qui m'a trouvée, je l'identifie, hein, j'ai sa vibration, j'ai son histoire, son visage, etc. Et voilà que 20 ans après, ma fille va faire une compétition de judo. Et pendant l'entraînement, ça ne m'intéresse pas trop, hein, c'est les baby judo, vous savez. Je vais me recueillir, je ne sais pas pourquoi, parce que en fait, je suis plus en colère, j'ai jamais été me recueillir sur le cimetière de ma mère, parce que je suis très en colère après elle. Il pleut fort, et j'engueule ma mère, qui est sous terre. Et je dis, tu vois, de ta faute, tu vois que je suis là, je ne sais même pas ce que je dois faire dans ma vie, je suis assistante maternelle, c'est plat, je ne vibre pas, je ne m'éclate pas. Oui, j'ai une enfant, oui, je suis mariée, mais ça ne suffit pas, qu'est-ce qui me manque? Donne-moi un signe, je ne sais pas, fais quelque chose, bon sang. Puis je pars en ville, où j'ai fait mes études, et je vais me trouver une doudoune pour l'hiver. Et quand je rentre dans le magasin, je tombe nez à nez avec cette jeune femme. Celle qui m'a trouvée par terre. Elle est bouche bée, je suis bouche bée, elle pleure, on pleure. Elle me donne son numéro pour qu'on se contacte. Et en fait, on ne le fait pas parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc je sors de là, je suis complètement sonnée. Et ma fille est sélectionnée aux épreuves du judo la semaine suivante. Du coup, je reviens sur place, dans la ville. Moi, je ne retourne pas engueuler ma mère. Parce que je suis sonnée, en fait, j'intègre pas l'information. J'ai du mal à décoder ce qui se passe. Et du coup, j'ai pas ma doudoune pour l'hiver. Mais il est hors de question que je me reconfronte, parce qu'elle n'est pas prête et moi non plus, que je me reconfronte à cette jeune fille qui m'avait trouvée au sol. Donc je change de magasin, je vais dans une rue perpendiculaire. Et là, je lui donne en mille, je retombe sur elle. Et en fait, on ne s'est toujours pas contacté. Mais il y a encore un mois de ça, en fait, c'est le mois des découvertes. Elle m'a demandé un ami sur Facebook. Vous voyez? Donc ça continue de cheminer encore. Tout est clos, tout s'ouvre. Une jeune femme blonde prend soin de moi, elle appelle le secours, elle a la blouse blanche, elle est l'infirmière du lycée. On invite les enfants, enfin les élèves à retourner dans leur classe pour qu'il y ait de la place. Les secours arrivent. Le camion de pompiers, alors moi je suis la scène tout en haut, mais au niveau du bâtiment principal. Je zoome au-dessus des buissons de tout à l'heure, et le camion se gare au niveau des buissons. Mon papa arrive à pied, complètement paniqué, mais pas par le portail principal, par le portail d'à côté, un peu VIP, vous savez, là où les professeurs ont le droit de passer. Il discute avec les ambulanciers, les pompiers. On lui interdit de monter avec moi dans le camion. Moi, je suis sur un brancard avec ce drap tout pailleté là, qui me tient chaud. Je vois mon corps et je ne fais même pas attention que c'est moi. Tout est complètement naturel. Mais je suis la conversation, parce que mon père insiste. Mais du coup, il doit suivre le camion jusqu'à l'hôpital qui est à 10 km à peine. Alors moi, curieuse comme je suis, je vole, c'est comme un travelling au cinéma, hein. Je vole derrière ce camion et en même temps, simultanément, derrière la voiture de mon papa, et je suis au-dessus de mon corps pour voir comment il va, comment on prend soin d'elle. Et je suis au-dessus du crâne de mon père, je suis derrière la plaque d'immatriculation. Je suis ça simultanément. Partout là où je veux aller, partout là où ma pensée veut aller, j'y vais. Ça fait pas trop de bruit avec le micro, pardon? Le brancard sort du camion, on est à l'hôpital. Une dame merveilleusement belle, rousse, la peau laiteuse, les yeux verts, me tient la main. Elle me dit « Christine, tu vas t'en sortir ». Et moi, je suis au-dessus du brancard et je vois cette fille là qui est couchée avec le masque là. Et je dis tiens, c'est étonnant, elle me connaît. Et en plus, elle me parle sans que ses lèvres bougent. Alors moi, je lui réponds merci de me rassurer. J'ai l'impression que je te connais, on va en reparler tout à l'heure. J'ai l'impression que je vous connais, c'est marrant. Et en fait, on communique par télépathie. Je vais prendre soin de toi, Christine, ne t'inquiète pas. Mais ses lèvres ne bougent pas. J'entends ce qu'elle pense. Alors,
pour ceux qui ont déjà entendu mon témoignage, je peux avoir l'impression de le raconter dans le mauvais ordre. Mais c'est très compliqué de le mentaliser, de mettre des mots, sachez-le, parce que c'est tellement pas terrestre que tous les événements même se chevauchent et c'est à moi, avec mon mental et mon intellect, d'essayer de vous le retranscrire. Un tunnel s'ouvre, parce que la notion de temps est différente, c'est complètement relatif. Je suis à l'orée d'un tunnel qui n'a pas de paroi bien définie. C'est gris clair, un peu pailleté sur le côté, et je me déplace là-dedans. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais moi je suis trop contente, je dis ouais, c'est ça, j'y vais, je suis en train de mourir, c'est ça la mort. C'est exactement ce que je souhaitais, je dis ouais, j'y vais là. Je suis un peu picarde, c'est ça mon accent, même moi je m'entends. Donc je me laisse aller, je suis trop contente. Et ça se rétrécit, ça commence à me faire peur. Et il y a un embranchement à gauche. Et il y a une silhouette. Alors, pardon. Je lui dis, reste pas planté là, on y va. Et je comprends, dans un temps, qu'il est entre deux, ou alors qu'il est en train de comprendre qu'il est en train de mourir. En tous les cas, il n'est pas prêt à me suivre. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, on est dans une énergie là. C'est juste une silhouette. Alors je dis, laisse tomber, j'y vais toute seule, tant pis, ça aurait été plus sympa à deux, mais bon. Et je continue dans ce tunnel qui devient de plus en plus effrayant, ça va vite et ça s'assombrit en fait. Et je dis, oh là, on ralentit un peu s'il vous plaît. Et en fait, ça ne veut pas ralentir parce que je ne suis plus maître de mes pensées et je suis embarquée en fait. Donc mon seul choix, c'est de lâcher prise. C'est marrant parce que dans ce temps, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et en effet, tout d'un coup, pièce noire. Enfin, quand je vous dis pièce, c'est relatif, c'est pas juste. C'est un espace noir, mais pas noir mat où rien ne se passe. Non. C'est un noir comme de l'acrylique, un noir brillant, où il n'y a pas mes meubles, ma commode de petite fille. Il n'y a pas papa. Il n'y a rien pour me rassurer, me donner des repères. Du coup, je dis, oh, c'est ça la mort. Wow, la déception, je suis vraiment déçue. Je pensais que c'était mieux que ça. Ça va être long. Et je ne peux pas vous dire, mais j'y reste longtemps. Tellement longtemps, je dis, c'est pas possible là. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça commence à m'angoisser. Et là, crise d'angoisse. Alors, crise d'angoisse, c'est-à-dire, j'ai une précipitation en moi, je panique complètement, je virevolte. Mon esprit n'a plus prise sur quoi que ce soit. Et là, je retrouve mes esprits, je me dis, mais t'es bête ou quoi? Arrête de paniquer, puisqu'il n'y a rien qui fait peur. Concrètement, il n'y a pas de monstre. Personne n'est là pour t'engueuler, tu te fais peur à toi-même. Et là, je me suis dit, mais la puissance du truc, quoi. Je me suis dit, la puissance du mécanisme de l'esprit. Et ça me sert encore aujourd'hui, en méditation. On a tous ça, ces pensées, ces ruminations, ces peurs, la tristesse qui nous prend, quoi. Et en fait, on a aussi cette capacité de maîtriser notre esprit. Si je le dis, c'est que, moi, c'est vous, on est pareil. Même si j'ai vécu ça, je suis de chair et d'os. Donc je suis là-dedans, à me calmer et à comprendre comment fonctionne mon esprit. Et j'apprécie, parce que c'est la première fois que je suis calme et que je suis en paix, qu'on me fout la paix. Et dans ce noir, brillant, quelque part, il va se passer l'incroyable. Un grain de poussière lumineux en haut à droite me subjugue de beauté. Oh là, je vais pleurer. Ça descend dans l'espace, et plus ça descend, plus ça éclaire l'espace. Mais c'est pas simplement une lumière, c'est de l'amour.
C'est de l'amour qui m'enveloppe au fur et à mesure, hein, qui éclaire tout l'espace, mais moi aussi ça m'enveloppe en fait. Ça me met dans un état de paix et de sérénité indicible. Je ne peux pas vous le retranscrire comme ça, j'aimerais tant. En tous les cas, c'est complètement naturel et puissant. Et dans cet espace lumineux, un être de lumière apparaît. Ni un homme, ni une femme, une silhouette qui vibre d'étincelance, de beauté et de diamants, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Enfin, qui me dit, pas avec sa bouche, hein, par télépathie, par pensée, en fait. Je suis obligée de vous l'expliquer, mais c'est très rapide, c'est instantané. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais vous avez vu ma vie, vous avez vu ma famille, vous avez vu le monde, vous avez vu les guerres. Et là, je commence à débiter mon mal-être et mes plaintes. Et en fait, à chaque fois que je me plains, c'est absorbé par lui. Il me renvoie de l'amour qui me guérit et qui m'apaise. J'arrête pas de dire apaise, mais c'est vraiment ça. Il est en complète empathie. Il me guérit à chaque pensée que j'expulse de moi, hein, pour me sentir mieux. Tout est reconnu en fait. Il me reconnaît. Il sait qui je suis. Alors moi qui suis encore naïve, je lui dis mais vous êtes Dieu? Et je sais que c'est plus que Dieu de manière présente. Et je lui dis mais j'ai pas de mots, je veux être comme vous. Je me reconnais en vous. Il me dit, est-ce que tu veux apprendre? Je dis oui. Alors? Il va m'envoyer dans différents espaces que je vais essayer de vous décrire du mieux possible. J'essaie de le remettre en ordre pour bien vous le restituer. Il m'envoie dans un espace où j'existe déjà avant d'être Christine. Avant d'être dans un corps, j'existe dans un espace qui est plein de mouvements, plein de couleurs, des pastels, des fluos, plein de couleurs merveilleuses, mais ça fuse. Hein. Tout est mélangé, tout va très vite, et j'existe, et je vois mes parents qui s'aiment, qui se rencontrent et qui s'aiment. Ils ont le projet d'avoir un bébé, et moi, je sais que je vais aller avec eux. Je dis, bah, avec eux, c'est pas mal, je vais bien apprendre avec eux. Et je vis la grossesse de ma mère. Je suis dans son ventre, je suis dans son sang, je suis dans son corps, je suis dans l'amour qu'elle me porte déjà. C'est fabuleux parce que c'est un moment fort de savoir qu'on a été désiré. Mes parents s'aimaient d'amour. Et moi, j'ai commis cet acte de suicide à vouloir ôter, supprimer la vie et les renier quelque part. Donc vous savez, dans cet instant de l'expérience, j'ai vécu une grande responsabilité, pas une culpabilité, mais dire, je vis, j'existe, donc je suis là pour quelque chose. Et tout m'a été donné dans l'expérience en réponse. À chaque questionnement, j'ai eu la réponse. Je suis partie un peu vite là dans l'EMI, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, un petit élément qui est important. J'ai assisté à mon opération. En fait, il y avait 2 chirurgiens qui travaillaient en même temps sur mon corps et je les voyais de dos. Et en fait, il y avait des compresses de sang qui tombaient au sol. Alors je dis, ah, c'est vraiment dégueulasse, le sang. Du coup, je me recule instantanément et je reviens derrière une vitre. C'est important qu'ils soient 2, je vous le dirai tout à l'heure. Donc je reviens dans cet espace là où j'incorpore ma mère, je suis ma grossesse. Je reviens dans un espace blanc cotonneux où j'intègre toutes ces informations. L'être de lumière me dit est-ce que tu veux encore apprendre? Je dis oui, mais j'ai une question. Est-ce que je peux savoir ce qu'elle est devenue, ma mère? Non, tu n'es pas là pour ça, me dit-il, enfin, avec des mots terrestres. Tu n'es pas là pour ça, ce n'est pas utile pour toi pour le moment. Il m'a rembarré quand même.
Alors, il me propose quelque chose. Enfin, il me propose, c'est-à-dire que instantanément, je suis envoyée dans une scène d'un paysage magnifique. C'est un jardin multidimensionnel, c'est peu dire, qui me paraît finalement bien structuré, avec un magnifique arbre au centre, un cours d'eau au milieu, à droite, une haie à ne pas franchir, sinon je ne reviendrai pas. Ça, je me rappelle très bien. Des oiseaux qui volent, c'est très paradisiaque. Et je me rapproche de l'herbe qui me paraît être étincelante. Je fais une aparté pendant que j'y pense. Quand je me suis mariée, je suis devenue propriétaire avec mon mari. Et quand je suis à l'étage dans la chambre, je vois ce jardin. Grand arbre, cours d'eau, qui matériellement, c'est pas possible que je sache qu'il y a un cours d'eau parce que c'est sous la terre en fait, mais il y a un puits devant la maison. Et en faisant les recherches avec le pendule, j'ai su qu'il y avait le cours d'eau véritablement dans mon jardin qui passait comme ça. Et évidemment, la haie, ce sont les voisins. Ça, c'est très terre à terre. Et dans ce jardin magnifique, dans l'expérience, je zoome au sommet d'un brin d'herbe. Comme ça. Je plonge dans le brin d'herbe et je me faufile à travers toutes les rainures. Je vais sous la terre et j'incorpore toute l'énergie. Je découvre comment est constituée la vie, l'écosystème, ce brin d'herbe qui est relié à la pelouse, à l'arbre, à l'eau, aux espaces où il y a la chaleur. Et l'être de lumière me dit « Tu es ce brin d'herbe. Ne te crois pas toute seule. Tu es relié au tout. Tu te crois seule sur Terre à endurer et en fait, tu es relié aux humains, aux éléments de la nature. » Et ça a été un enseignement formidable parce que je me suis baladée sous la terre et j'ai expérimenté dans mon esprit, bien sûr, tout cela, cette immensité, ce côté merveilleux. Je reviens dans cet espace de blancheur cotonneuse où l'être de lumière me supervise. Est-ce que tu veux apprendre? Oui, j'ai une question. Elle est devenue quoi, ma mère? C'est pas le moment, tu es trop curieuse. Tu n'es pas là pour ça. Et je sens comme une tension, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que je suis très curieuse. Je suis en attente d'eux. Instantanément, je suis dans l'espace, dans les astres. Je me balade dans les étoiles. Je vais loin, mais loin. Les multivers, c'est un mot que je connaissais même pas, que j'ai découvert par Philippe Guillemont. Je traverse des trous noirs que j'ai essayé de matérialiser en peinture, tellement que c'est difficile de vous le retranscrire. C'est comme des spirales, ce sont des mondes qui se chevauchent et qui sont reliés, interreliés les uns aux autres. Et je traverse ces multivers. Et là, je perds mon identité. Enfin, je ne suis plus la petite Christine de la famille machin, de l'école machin, dans la société occidentale. Je ne suis plus féminine. Et je me dis, mais je me perds. Je me dépouille là. C'est formidable de découvrir qu'il y a de la vie ailleurs, sous d'autres formes, dans la non-forme. C'est démentiel, mais je crois que je vais trop loin et je suis en train de me perdre en fait. Donc je reviens en un claquement de doigts dans l'espace Terre, au-dessus de la Terre, comme la vision des astronautes qu'on a aujourd'hui grâce aux satellites que tu as sur ton PC. Mais à ce moment-là, c'est particulier parce que je ressens la souffrance de la Terre. J'ai sa vibration. C'est pas que je la vois la souffrance, c'est que je la vis en fait. Et ça me met dans une peine incommensurable, une tristesse qui me bousille en fait. Je zoome sur cette terre et j'ai des scènes en cascade qui m'assaillent. Où il y a un réchauffement climatique, des coulées de boue, c'est en 95, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai 15 ans. El Niño, on m'envoie El Niño. Ça va vite, des coulées de boue, des cités, des villages
des pans de terre qui disparaissent sous les eaux, et en ce moment, on le voit, hein. Même en 2024, on le voit depuis longtemps, tout ça. Et particulièrement des enfants qui souffrent, maltraités, abusés, torturés, vendus, exploités. Et je me prends tout ça dans le cœur, en fait. Quand je fais ça, c'est ça, en fait. Je me prends ça dans le cœur parce que je suis en train de le vivre. Je ne fais pas que le voir, en fait. Et c'est insoutenable. À tel point que je dis, mais arrêtez de me montrer ces horreurs. C'est insoutenable, c'est pas possible. Comment je peux aider? Comment je peux aider, s'il vous plaît? L'être de lumière me dit, en donnant de l'amour. Je dis, mais c'est quoi donner de l'amour, en fait? C'est quoi l'amour? Alors, en fait, il m'envoie de l'amour. Il me donne une vibration d'amour, comme ça. Pendant un long moment, quelque chose de nouveau et d'insolite, et de ultra puissant, parce que c'est une découverte totale. Alors, je la reçois, je l'accueille, ça prend place en moi, comme ça. Et je lui dis, promis, je ferai de mon mieux. Et là, j'ai un flash très rapide, qui est fulgurant, en fait, que j'ai presque oublié. Hein. Et dans l'expérience, je me suis dit, tu n'oublieras rien. Tu te diras ça, tu le raconteras ça. Mais je sais que j'ai oublié, c'est hyper frustrant. Peut-être qu'un jour, je ferai de l'hypnose et que je continuerai de me remémorer, parce que pourtant, j'essaie de vous dire le maximum. Dans un flash, j'ai ressenti la joie des enfants, je les ai entendus rire, j'ai entendu de la musique céleste et divine qui me nourrissait, qui m'aidait à m'accomplir. Et ces enfants maltraités, j'ai compris que j'allais avoir un rapport avec eux, que j'aurais quelque chose à faire pour eux. Je vous l'ai dit ou pas tout à l'heure que j'étais assistante maternelle pendant 15 ans? Mais je l'avais oublié, moi, cette expérience, c'est ça qui est formidable. Oui, d'ailleurs, je peux peut-être faire encore un aparté de comment ça m'est revenu cette EMI, en fait. Comme ça me permet de respirer un peu. En fait, j'allais tellement mal en 2015 que mon corps a commencé à se rigidifier et des douleurs sont revenues. Mais pas que des douleurs physiques dues à mon opération, des douleurs psychiques à me dire qu'est-ce que tu fous là, le sens de la vie, etc. Pourquoi t'es mariée? Les questions du tout à l'heure. Au point d'encore avoir des idées noires. Et je dis à mon mari, écoute, je vais pas bien, je suis en train de craquer, je sais pas ce qui se passe. Il me dit, mais va consulter. Bah, va consulter qui? Il y avait encore les pages jaunes. Au hasard, on prend un numéro, tac, hypnothérapeute. De toute façon, je suis tellement au bord du gouffre qu'il faut que je me prenne en charge. Donc j'y vais. 6 mois, il me fait parler, 6 mois. Au bout de 6 mois, je lui dis, là, on va arrêter parce que j'ai plus d'argent à vous donner. Je suis encore capable de me foutre du 4e étage. Donc vous allez réagir, je vous ai donné assez d'argent, faites votre job. On y va. Et faites-moi un électrochoc. Donc vous voyez la menace. Il me dit, la semaine prochaine on commence, je vous fais respirer des huiles essentielles et on y va. La semaine prochaine, et voilà, c'est reparti. Je regarde, je dis attention, hein, parce que vous serez responsable, hein, que je lui dis. Mais vous avez compris que c'est moi qui suis responsable de tout ça. Hein. Je ne donne pas la faute sur lui maintenant. J'ai identifié tout ça. Mais quand on va mal, on va mal. On voit rien. On a des œillères. Donc on y va, il me fait respirer ces huiles essentielles. Il me fait monter les marches, prendre une porte. Il y en avait 2. Et là, pendant 1 heure, je revis mes 5 jours d'expérience de mort imminente. Enfin, par détail, hein, par flash, comme ça, mais beaucoup de ressentis. Donc je pleure d'amour sur son siège. Alors madame, comment avez-vous vécu la séance? Ah bah j'ai dit ceci, j'ai vu de la lumière, j'ai vu l'amour, j'ai vu le tunnel, ma mère. Puis je lui donne que des bribes d'informations comme ça parce que je suis en larmes. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Puis lui, calmement, il me dit, ah oui, vous connaissez Raymond Moody? C'est une expérience de mort imminente, madame. Lisez-le pendant vos vacances, ça vous fera du bien. Pendant mes premières vacances à la montagne, j'ai lu Moody. Mais alors l'effet que ça m'a fait, j'ai pleuré de joie et de reconnaissance parce que j'y étais pas la seule. Je l'avais bien vécu, ce truc. C'était ça, ces images, ces flashs. Ça correspondait bien à ma réalité, à la réalité, avec un grand R. Je sais plus où j'en suis, moi.
Vous me suivez? Oui. Qui c'est qui me dit où j'en suis? L'espace, les planètes, la Terre, les enfants, assistante maternelle. Je reviens dans la blancheur, m'apaiser, me calmer, intégrer ces informations, tout pénètre en moi, tout prend place et je me sens plus solide, je me sens plus entière, je me suis récupérée, je me suis renforcée. Je suis là et j'existe simplement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour ceux qui ont fait un peu de philo, à ce moment-là de l'expérience, je me dis, c'est pas Descartes, il s'est planté, c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis donc je pense d'abord, c'est je suis d'abord et je pense après. Alors Descartes, hein. Mais j'avais pas fait de philo au fait, j'avais 15 ans. C'est ça qui était fou. Donc voilà, cette blancheur en fait, vous connaissez Coluche. J'avais écouté un sketch un jour où il disait plus blanc que blanc. Voilà. Et bien c'est ça, cette blancheur, elle a différents blancs qui prend de plus en plus de légèreté, mais moi ça me construit, ça me renforce, ça me ressource. J'ai tout qui naît en moi en fait. C'est une ouverture totale. Elle est devenue quoi ma mère? Que je demande encore à cet être de lumière. C'est pas le moment, tu n'es pas là pour ça, etc. Je dis ouais, mais moi je redescends pas là, hein, parce que je sens qu'on me pousse à redescendre. Hein. Et je dis je redescendrai pas. Et en fait, je le vois discuter dans un autre espace, un peu plus haut encore, où il y a deux êtres à sa droite, deux êtres à sa gauche, et je ne sais pas aujourd'hui vous dire à quoi ça correspond. Chacun son interprétation. Ils discutent de mon cas. Et j'essaye de me rapprocher et d'écouter, mais vraiment je tire, et ça ne m'est pas permis d'accéder à cette conversation. Ah, c'est insupportable, curieuse comme je suis. Donc je comprends que je dois être patiente. Et dans un autre espace-temps, messieurs, dames, encore, en hauteur. Alors là, comment vous expliquer ça? Il y a comme une balustrade, disons, de lumière étincelante, avec en arrière des silhouettes de bambins, des angelots, qui sont très affairés et qui se bousculent les uns les autres tellement qu'ils sont occupés à aider. Très en haut en fait, hein, c'est très très lumineux. Ils aident en haut et ils aident en bas. Ici, sur Terre. Alors je dis moi, ah mais moi je veux être comme eux finalement. Parce qu'au début je voulais me marier avec l'être de lumière. Alors je dis non, moi c'est ça que je veux faire plus tard, c'est comme eux, moi je veux aider. Et en fait il y en a un qui ralentit, qui me regarde, il éclate de rire. Il y a beaucoup d'humour là-haut, hein. Moi j'ai découvert ça. Alors vous voyez, imaginons mon bras et la balustrade, il met son menton comme ça, il me dit mais elle a rien compris elle, qu'est-ce qu'elle fout là? Et moi je rigole, enfin ça me décontracte un petit peu. Et je redescends près de l'être de lumière, encore dans cette blancheur, plus blanc que blanc, et j'intègre ces informations. On m'a pas dit non en fait, on m'a pas dit non, on m'a pas dit oui. Je sens que tout est possible, et c'est ça qui est merveilleux. À chaque fois que je veux aller quelque part, que j'ai une question, la réponse m'est donnée. Parce que là, je vous dis ce que je me rappelle, mais c'est bien plus en fait. Hein. C'est très limité, mon vocabulaire est tout petit et très lourd, dense de matière, hein. C'est terrien quoi. Alors je dois retourner dans mon corps. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère sinon? J'insiste encore. Et en fait, je ne m'en suis pas aperçue, mais dans cette blancheur, une présence pailletée, maternelle, arrive. Et je la reconnais. Je la reconnais pas parce que c'est ma mère, en fait. Je la reconnais par sa vibration de maman, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que je lui dis « Maman, c'est toi? Mais tu es belle, mais tu es plus que maman. Tu n'es plus malade. Tu ne souffres plus. »
Et ça me bouleverse, pardon. Elle a plus les symptômes, elle a plus la pathologie mentale. Et je lui dis, vas-y, approche-toi, que je te vois un peu mieux, que je te sente. Viens, on va se nourrir l'une de l'autre. On va fusionner nos énergies, en fait, d'amour. Parce qu'elle est tellement aimante, tellement rayonnante, tellement belle. Et moi aussi, je suis dans une énergie de folie, quoi. Et je lui dis, approche-toi, on va fusionner nos énergies pour créer quelque chose de formidable et d'immense et d'éternel, en fait. Je suis dans une folie. Elle s'approche au maximum qu'elle puisse et elle me fait un stop. Ferme et non négociable. C'est la main qui m'a donné des fessées, là, par contre. Je rigole pas. Oh, mais comment tu peux me faire ça? C'est pas possible. Et là, une colère monte en moi et me fait tomber dans un gouffre d'horreur, sans nom, avec des formes dégueulasses, gluantes de sang, de chair, d'horreur, de haine, de violence, qui veulent m'attraper, qui veulent me toucher. Et moi, je me dégage comme ça. J'ai peur que ça m'effleure, j'ai peur que ça me touche et que je tombe là-dedans et que ça me fasse disparaître, en fait, dans la haine. Je me bats avec ça un long moment. Je lutte. C'est le combat de ma vie. Et je m'en rappellerai. C'est en moi. Parce que je me suis dit, tu n'es pas une colère. Tu n'es pas ton émotion. Oui, tu es en colère, mais tu n'es pas une colère. Tu n'es pas un monstre. Bats-toi. Rappelle-toi ce que tu viens de vivre avant. L'amour, la lumière, allez, remonte. Et en fait, il y a une force, mais alors fulgurante, qui m'a fait remonter là-haut, à la source. Je transpire parce que j'en peux plus. Parce que ça a été l'apothéose de l'expérience. C'est une lumière pas du tout éblouissante, c'est nourrissant, et en fait, c'est nous, c'est notre source, c'est notre nature, c'est qui on est. Mais moi, mais vous, vous êtes là. C'est votre puissance de vie, qu'on ne soupçonne même pas. C'est la créativité, c'est l'amour dans toute sa splendeur. C'est merveilleux. J'ai des flashs de mon futur. J'ai des énergies bleues qui me guérissent. Oui, hier, j'avais une chemise bleue. C'était ce bleu-là, lapis lazuli. Des énergies guérissantes. D'un point de vue physique, j'ai su que j'allais m'en sortir. D'un point de vue psychique, j'étais reconstruite. D'un point de vue énergétique, j'ai compris que c'était là, c'est revenu, c'est en moi, ça y est, c'est ça. J'ai su que j'allais m'épanouir dans le futur, que j'allais encore avoir des épreuves et que j'allais y arriver. Qu'on avait tous la force d'y arriver. Parce que quand je dis « je », c'est nous. On n'est pas dissociés les uns des autres. Vous avez compris qu'on est tous reliés. Qu'on vit des choses très, très similaires. Je suis plus Christine à ce moment-là. Je suis au-delà de toute personnalité, tout concept. Je suis juste une énergie qui se déplace, qui existe dans la splendeur lumineuse. C'est peu dire, c'est petit ce que je vous dis. J'intègre, je laisse faire, je suis dans le plein accueil et je redescends encore dans cet espace plus dense, plus matériel un peu, j'ai envie de dire. Et je comprends que je dois redescendre. Et je veux pas, j'arrête pas de négocier, je veux pas descendre. Est-ce que tu veux apprendre? Oui. Là, je suis hyper volontaire. Donc, vu que je veux pas redescendre, non, j'ai oublié de vous dire un truc ou pas? Non, c'était ça l'expérience négative juste avant. Vu que je ne veux pas redescendre, il me montre un autre espace-temps où je peux aller. Pour moi, de ma vision des choses, ce n'est pas une vérité, c'est ce que j'ai vécu.
Ça se présente sous forme d'une bulle de bande dessinée où il y a des silhouettes à l'intérieur qui s'entrechoquent les unes aux autres et je les vois bizarrement de profil, comme les tableaux de Picasso, vous voyez, un peu géométrique. Et ils ne veulent pas se remettre en question, ils s'entrechoquent les uns les autres. J'ai oublié de compter le temps. J'ai encore le temps. Ils s'entrechoquent les uns les autres, elles ne veulent pas se remettre en question des erreurs qu'elles ont commises. Et je comprends que ce sont les suicidés. Attention, ce n'est pas un temps éternel pour eux où ils sont coincés, d'accord? C'est un temps qui leur permet de se remettre en question, de réfléchir à comment ils pourraient progresser. C'est leur temps à eux, et ils pourront sortir de cette bulle, bien évidemment, d'accord? Ils ne sont pas coincés éternellement. J'insiste parce qu'un jour, un monsieur m'est tombé dessus et m'a fait ce reproche d'avoir mal expliqué ce passage. Et je ne veux pas être triste comme eux là-haut. Ils sont tout gris, ils sont tout ternes. Je veux progresser et ne pas aller dans la bulle, en fait. Je suis hyper volontaire, je veux apprendre. Alors, l'être de lumière me remet encore une fois dans cette blancheur et je me repose longtemps. J'intègre. Et vu que je suis volontaire, je ne veux pas reproduire les erreurs du passé. Et il me montre un passage de ma vie où j'avais à peine 10 ans. Je me retrouve dans la chambre d'hôpital où ma tante a perdu des enfants, des bébés. En fait, elle a perdu à plusieurs reprises des bébés, des fœtus, des bébés mal formés, etc. Elle a fait une FIV et en fait, ça ne marche pas, quoi. Et je suis témoin de cette scène parce que je lui ai rendu visite. Il y a mon papa dans la chambre. Et en fait, on peut aller se recueillir auprès de ce bébé, de ce à peine né, en fait. Et je suis tellement peureuse et prudente, et en fait, je suis désarçonnée, désarmée, démunie, en fait. C'est le mot juste. Je suis démunie face à cette situation, et je ne veux pas aller me recueillir auprès du bébé. Et je me retrouve face à ma tante dans la chambre d'hôpital. Ce qui est marrant dans cette vision, c'est que je suis sous la table, je suis dans ma tante. J'ai incorporé ma tante. Et j'entends tout ce qu'elle pense de moi quand je suis en face d'elle. C'est ça qui est nouveau dans ce passage. Je suis dans la pièce et je suis le bébé qui vient de partir. Et je suis les conséquences de son départ. Je suis le facteur qui va rendre visite à ma tante, qui ne va pas savoir se manifester sa tristesse aussi. Vous comprenez la situation? Et en fait, je suis dans la tête de ma tante, elle pense de moi que j'ai un cœur de pierre parce que je n'arrive pas à manifester ma peine. Pauvre tata, je t'aime, comment je peux t'aider, je suis triste pour toi. J'ai rien de tout ça. Et elle pense à ce moment-là de moi que j'ai un cœur de pierre et que nos relations futures sont mortes. Elle ne veut plus me voir en fait. Elle ne me supporte plus. Mon silence a fait que ça l'incommode, c'est pire que ça l'incommode. Elle ne me supporte plus. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, nos relations sont chaotiques. Elle ne veut pas me parler. Je l'aime de tout mon cœur. Parce que je sais ce qu'elle a enduré et je ne lui en veux pas du tout. J'ai compris les conséquences de la mort de ce bébé dans la famille et au-delà, en fait. Au-delà dans l'univers, ça va loin, ça résonne loin. C'est un ricochet qu'on jette comme ça, puis qu'on voit la déflagration comme ça. J'ai peut-être oublié des passages de l'expérience, et j'espère que vous ne m'en voudriez pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps j'ai Yves? Le buisson. Le buisson, c'est parce que je suis passée à côté des buissons et j'ai entendu en fait la conversation des ambulanciers avec mon père. J'ai tout entendu et j'étais décorporée pourtant. J'étais en dehors de mon corps et j'entendais toute la conversation. Comme dans un tunnel, comme si j'étais sous l'eau. Combien de temps il me reste? 20 minutes. 5? 20. Alors, justement, on va y arriver à mon retour dans mon corps. Donc, j'ai vu ma mère, j'ai eu les réponses à mes questions, le sens de ma vie, pourquoi j'étais là, l'aide aux enfants, le soin. Tout ça, je l'ai vu en vision. La vision du futur, je vous en ai parlé. La vision du passé, je vous en ai parlé. Et suicider, je vous en ai parlé.
Maintenant, j'ai tous les éléments pour vivre heureuse. J'ai toute la force pour être là. Donc, la prochaine fois que j'ouvrirai mes yeux, en quelque sorte, mes yeux subtils, hein, c'est pas mes yeux physiques, je me retrouve dans la chambre d'hôpital où le corps d'une jeune fille fracassée est allongé, les cheveux hyper gras, et en plus elle est nue sous le drap. Je dis, mais pourquoi il est nu? Et je voyais sous le drap et des électrodes collées sur sa poitrine, au-dessus des seins, là. Et je dis, tiens, ils vont où les fils? Ah, je suis les fils, comme ça, colorés, ils sont reliés à une machine, et je vois des graphismes rouge, bleu, jaune. Je repasse sous le lit, je suis un autre fil, parce qu'il y a un bruit assourdissant qui m'énerve. Et en fait, c'est une machine qui envoie de l'air dans le matelas. Et le corps il est comme ça, là, pour les escarres, j'imagine, maintenant, avec le recul. J'effleure la fille, et je vais au pied de son lit parce qu'il y a une ardoise avec des annotations au crayon à papier. Et il y a des courbes. Je dis, ah, c'est des maths. Pouf, quelle horreur. Je peux pas lire ça. Et en fait, il y a un monsieur qui tient la main de la fille. Ah, mais c'est papa. Bah, papa, pourquoi t'es triste? Lève la tête. Oh, papa, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, ça y est. Pourquoi il est? Ah, ça y est, ça me revient. Je sais ce que j'ai fait, ça me remonte l'histoire là. C'est à cause de moi qu'il est comme ça. C'est moi qui lui ai créé la misère. Tout me revient. Papa, on va s'en sortir. Ça va aller. Écoute-moi, tu m'entends? Je passe à travers lui, il sent rien. Je dis, oh! Il lève pas la tête. Ah, tu lèves pas la tête, tu veux pas m'entendre. Et bah, puisque c'est comme ça, je passe en toi. Et j'incorpore mon père par le sommet de son crâne. Et je suis sa force de vie. Mais quel homme! Bon sang! C'est pas parce que c'est mon père. Hein. J'ai sa force de vie dans mon cœur. Et toutes ces épreuves qu'il a traversées avec brio. Mais là, je lui ai fait mal. Je sors de mon père. Poup, et lui, il lève la tête. Et en fait, la porte de la chambre est ouverte. Mais vous savez, la chambre est dans la pénombre. Et dans le couloir, il y a la lumière. Alors du coup, ça fait un contraste. Et je dis, ah, la lumière, ah, ouais, je veux y retourner. Donc, ça me connaît. Et en fait, au lieu d'aller dans le couloir directement, passer par la porte, je passe par le mur. Il n'y a pas les secours qui m'attendent en sortant, j'espère. Avec la camisole de force. Et je passe par le mur, et toute la matière bouge dans le mur, en fait. Je suis la matière. Toutes les cellules vibrent et ont une intention de vie. Vous connaissez le livre Passe-Muraille de Maupassant? Et j'étais contente parce que je l'avais lu petite et je voulais être ce héros. Et en fait, j'étais enfin Passe-Muraille, je me rappellerai. Mais en fait, au-delà de la matière, je suis le maçon qui a construit le mur. Avec la famille qu'il a, le manque d'argent, la précarité. On est à Creil, hein, c'est beaucoup de familles d'immigrés qui ont du mal à survivre. Hein. Et je ressens tout ça, en fait, à chaque fois. C'est lourd. Donc je sors du mur et je vais dans le couloir où il y a des chaises bleues, 4 chaises bleues avec un dossier hyper inconfortable. Je suis très curieux, je me balade dans le couloir, c'est complètement inintéressant, il n'y a pas un chat. Mais à côté de ma chambre, il y a un bureau qui est ouvert avec une armoire en métal qui n'est pas tout à fait collée contre le mur. Un téléphone mal raccroché, des dossiers mal rangés, c'est des papiers comme ça éparpillés. Ça m'intéresse absolument pas, donc je ressors du bureau, je reviens par le mur, cocooning dans la matière. C'est hyper intéressant, hein, j'ai découvert ça, hein, ces molécules qui bougent comme ça. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je la regardais, elle changeait de place. Ça, c'était génial. Et je retourne dans cette chambre où il y a ce papa, enfin mon papa. Et finalement, je vole au-dessus de la fille. Et là, c'est troublant parce que, est-ce que j'ai été mise dans le corps? Est-ce que j'ai eu l'intention de retourner dans le corps? J'avais dit que je ferais de mon mieux dans l'expérience, vous vous en rappelez? Et j'ai réincorporé ce corps par le côté droit
de la cuisse, de la hanche, je suis montée et j'ai repris possession. Mais c'était dur, c'était douloureux, c'était petit. La douleur, mon Dieu, quel inconfort, quelle petitesse. Et vous savez, je sentais plus que ce petit objet métallique qui prend le pouls là, sur mon index, ça me serrait, je ne sentais plus que ça dans mon corps. Donc je les jette, évidemment la machine se met à biper, biper, biper. Et la fameuse infirmière rousse revient me voir et me replonge dans le coma en fait. Ça faisait 5 jours que j'étais dans le coma. La prochaine fois que j'ouvrirai mes yeux, mais cette fois physique, hein, je suis dans ma chambre et je suis encore intubée. Et en fait, on me prépare pour m'extuber comme ça. Vous savez, je suis prête. Et en fait, les gendarmes rentrent dans ma chambre. Mon père n'avait pas le droit. En fait, ils l'ont retenu. Je le voyais à travers le rideau, là, la vitre. Ils ont retenu mon père et c'était les gendarmes d'abord qui ont pris contact avec moi pour savoir si on m'avait pas poussé, en fait. Il y a eu une enquête. Mais non, il a fallu que j'avoue que c'était volontaire. Donc, à travers la vitre, après, je vois les gendarmes discuter avec mon père et c'était bien volontaire. Donc, je le vois pleurer, etc. Et mon père arrive dans la chambre, en pleurs. Et j'ai la voix complètement cassée, hein. J'ai du mal à parler, hein. On vient de m'extuber, c'est très douloureux, on m'entend à peine. Et je dis, papa, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé, où je suis allée. J'ai vu maman, j'ai vu des anges. C'est beau, il faut y aller, viens. Pardon. À 3, on se taille les veines. On coupe les tuyaux. Et on y va ensemble. Pardon. Je m'en veux beaucoup parce qu'il a compris que j'étais dans une détresse énorme. Je lui ai fait beaucoup de peine. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la nostalgie de ce moment-là. Je sais que j'irai. Je suis patiente et j'accepte ma mission. J'accepte d'être là, bien sûr, à 100%, 2000%. Mais c'est vrai que l'expérience est restée encore quelques jours. À travers le mur, je voyais la lumière. Bon, c'est vrai que j'avais de la morphine. Hein. J'ai été shootée à fou, quoi. Mais est-ce que c'était vraiment une hallucination, tout ça? Je sais plus vous dire. La lumière a continué d'exister pendant 5 jours dans le mur. Et je suis restée dans cet entre-deux un long moment. J'ai tellement de choses à vous dire, messieurs, dames. Je suis rentrée dans mon corps, petit à petit. Le chirurgien arrive, ah oui, c'est ça. Le chirurgien arrive pour savoir comment je gère la douleur. Et comment, madame, la douleur? Bon, ça va. Et je dis, mais il est où l'autre? L'autre qui, madame? Bah, l'autre chirurgien, vous n'êtes pas tout seul, là. Vous n'êtes pas glorieux, là, tout puissant à m'avoir réparé, etc. Hein. Il est où l'autre? Et en fait, c'est son collègue, ils ne s'entendaient pas du tout, il y avait une rivalité entre eux. C'était le chirurgien des pieds, là, pas podologue, mais il m'a opéré des pieds, un là. Et l'autre, il m'a opéré du dos. Et en fait, il y a une rivalité, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Je percevais tout. Tout m'était accessible. Et dans sa poche de blouse, il y avait un petit mot de son aide-soignante qui était amoureuse de lui. Je voyais tout, je savais tout. Mais c'est insupportable. Parce qu'en fait, quand les gens venaient me rendre visite, c'était par curiosité. C'était pas gentil, c'était... Oui, la curiosité. Alors, mais comment tu te sens, Christine? Tu aurais dû nous en parler, tu t'es jetée par la fenêtre, comment... Et puis moi, tu sais, j'ai fait un saut en élastique sans élastique, calme-toi, quoi. Tout va bien. Et c'est moi qui consolais mes proches. En fait, j'avais une espèce de colère parce que j'avais raté mon acte et en même temps une pleine conscience de tout ce qui se passait, de tous les gens qui m'entouraient. J'avais une clairvoyance, je sentais tout, tout était perméable, hein, tout passait. Et c'était dur au début. Et il y a une aide-soignante qui m'a fait la toilette. Comment elle m'a fait mal, elle? Et très bizarrement, je lui dis, madame, vous êtes en colère, hein, je le sais que votre fils est dur avec vous, mais pas besoin de vous venger sur mon dos comme ça, j'ai l'impression que vous me griffez, et c'est vraiment pas sympa, on se reverra. Pourquoi j'ai dit ça? C'est sorti comme ça, instantanément. Et en fait, c'était ça qui était difficile après l'expérience, c'est que tout sortait. Tout ce que j'avais à dire sortait. Il n'y avait plus de filtre.
savez que j'ai récupéré l'usage de mes jambes parce que j'étais paralysée. Il y a eu un diagnostic de paralysie. Donc, mon papa a préparé la maison. Il a presque, vous savez, il a fait des travaux de maçonnerie. Il avait envisagé des travaux de maçonnerie pour que le fauteuil roulant passe dans les couloirs, hein, avec le lit adapté, etc., les toilettes rehaussées, le collège adapté. Mais en fait, je ne voulais pas changer de lycée. Donc, j'étais paralysée. Alors là, j'étais taciturne, terne, éteinte et très en colère. Et je suis allée vivre 1 an en centre de rééducation avec des grands accidentés de la route. Donc j'avais 15 ans, hein, j'étais la plus jeune, j'étais la petite chouchoute. Mais en fait, j'étais imbuvable. J'étais désagréable au possible, je voulais pas qu'on me touche, je voulais pas qu'on me lave, je voulais pas manger en collectivité. Je vous dis pas l'ambiance, hein, la petite Christine. Elle avait du caractère finalement, celle-là. Et en fait, il y a un gars qui m'énerve en face de ma chambre. Parce qu'en fait, on ferme plus ma porte pour que je sois encore ouverte sur le monde, c'est le cas de dire, pour que je reste en collectivité, que je vois les gens passer, que je reste dans la vie, quoi. On ne fermait plus ma porte. Et le gars d'en face de ma chambre, il m'énervait parce que il était paralysé. C'était un accidenté de la route en moto. Et il rigolait tout le temps. Il avait le sourire. Alors, quand on m'a remis dans le fauteuil, je suis allée toquer à sa chambre. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu es heureux, là? Tu peux m'expliquer comment tu fais? Parce que tu vas plus bander, là, à commenter. Pardon. Je suis très directe. Et en fait, toute ma colère est sortie sur lui. Là, je vais me rendre compte de ce que je dis. Mais bander, c'est la joie de vivre, hein, c'est l'énergie de vie aussi. Donc, il me répond avec stabilité et force, et heureusement qu'il a été là, parce que ça a été un moteur pour moi après. Il m'a dit, mais Christine, c'est ton état, c'est comme ça. Est-ce que tu vas passer ta vie à te plaindre? Et toi, c'est ça ta vie, de faire la gueule et de me gueuler dessus? D'être désagréable avec tout le monde, c'est ça ta vie, c'est ça que tu choisis? Et en fait, ça a été une rencontre fondatrice à ma reconstruction. Il faut savoir que je ne suis pas restée tout le temps sous morphine. Donc, on m'a donné des petits cachets pour la douleur, du Diantalvic à l'époque. Et au lieu d'en prendre 4 à 6 par jour, j'en prenais 10 à 12. Et en fait, je les cachais et je les prenais selon moi ce que je voulais décider. Parce que j'étais toute puissante, hein, dans ma tête, là. Donc je gérais à ma manière, je les stockais et quand j'en avais vraiment besoin, je prenais tout. Comme ça, je voyais des papillons et des éléphants roses. Pour traiter, pour gérer ma douleur, pour l'endormir et endormir mon esprit, hein, qui était encore très douloureux. Et en fait, cette rencontre m'a remis à ma place. Et je me suis dit, tu vas pas te battre comme ça. Il a raison, laisse faire. Accueille ta paralysie, accueille cette nouvelle situation. Mais la douleur, elle me torturait en fait. Donc, je voulais de l'isolement, je voulais du calme, du silence. Je voulais me mettre en retrait pour gérer ma douleur. Mais c'était pas gérer en fait. Mais ça, j'ai des mots aujourd'hui pour vous le dire. Je méditais. Ou je faisais de l'auto-hypnose. Pour moi, c'est encore un peu des concepts. C'est-à-dire que je fermais les yeux, j'étais étendue dans mon lit, et je détendais les muscles un à un, de la tête aux pieds, et toute l'énergie vibrait comme ça. Et ça se remettait en place en moi, je laissais faire, la douleur disparaissait, mais pas que, hein, c'est plus que ça. C'est que la vie revenait en moi, et je laissais mon sang circulait, mais mon énergie allait jusqu'aux pieds et ça se restructurait, tout se remettait en place dans mes os, dans ma chair. C'est très difficile à vous décrire. Hein. En fait, j'étais allée en kiné. Vous savez, c'est des salles collectives, hein, où tout le monde est ensemble avec des grosses machines, des poulies, etc. Et on se muscle. Alors moi, je devais muscler mes bras, mes doigts, pour remanger toute seule, me porter de moi-même à mon fauteuil roulant. Et la kiné croit que je glande, que je suis une feignasse, que je ne travaille pas. Et je lui dis, non mais
vous faites un peu trop de bruit en parlant là. Vous voyez pas que je bosse là? Et en fait, je fermais les yeux et je me régénérais de l'intérieur. Mais ce qui est important que je vous dise, c'est que ce n'était pas volontaire, ça se faisait tout seul. Ça se faisait tout seul, ce travail interne. Et je lui dis, je vais te montrer que je travaille. Enfin là, je suis en train de tendre la jambe, vous ne le voyez pas sous la table. Et je bouge un orteil. Mais Christine, tu as bougé un orteil. Elle appelle les médecins et on refait une batterie de tests musculaires. C'est le coton-tige, etc. On tape un peu là, on tape un peu là, puis on refait les tests. Je repasse des scanners, des examens. Je passe un entretien avec mon chirurgien. Et je retrouve la mobilité. Je retrouve l'envie d'être avec vous, d'être là et d'incarner la puissance de vie, qui est des fois en veille, hein, je vous l'accorde. Et me voilà debout à me déplacer dans toute la France, à faire des conférences, des interviews, etc. Je suis tellement reconnaissante. Merci à tous.